Dans les sables brûlants du Nouveau-Mexique en 1874, une femme brisée par la guerre et un guerrier apache marqué par le feu se rencontrent dans l'ombre d'un entrepôt oublié. Elisa Moore, veuve et ancienne infirmière des champs de bataille, est forcée de laver les plaies d'un homme que tout le monde craint et méprise. Taza, le survivant d'un massacre qu'il n'a pas pu empêcher. Ce qui commence comme une corvée imposée devient une confrontation impitoyable avec la vérité, la trahison et le prix terrible de rester en vie. Deux âmes rejetées par leur monde respectif vont découvrir que la cicatrisation ne concerne pas seulement la chair, mais aussi l'honneur perdu. Et si la rédemption naissait non pas d'une vengeance, mais d'un acte de pure humanité, écoutez jusqu'au bout. Vous ne devinerez jamais comment ces cendres vont donner naissance à un refuge improbable. Bonjour, amis auditeurs. Avant de plonger plus loin, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire de quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Un abrazo fort. Et préparez-vous. La fin vous laissera sans voix. Dans les sables rougeoyants du Nouveau-Mexique, en cette année 1874, le vent sec charriait une poussière ocre qui s'incrustait dans chaque pli de peau, comme un rappel permanent que rien ne durait dans ces terres arides. Le fort de Fiance n'était qu'un misérable assemblage de baraquements en adobe fissuré, entouré d'une palissade à moitié rongée par les termites et d'un puits qui dispensait une eau tiède et amère. On l'appelait « fort » par pure habitude, mais c'était avant tout un refuge pour les âmes errantes, ceux qui fuyaient la justice, les souvenirs de la guerre, ou leur propre reflet dans un miroir fêlé. Elisa Moore y survivait depuis 3 ans, recluse dans une cabane de planches bleues, branlante au bord du camp, suffisamment éloignée pour qu'on l'oublie la plupart du temps. À 38 ans, veuve et ancienne infirmière des champs de bataille de la guerre civile, elle avait vu plus de sang que la plupart des soldats. Elle avait amputé des membres gangrenés sous des tentes battues par la pluie, tenu la main de jeunes hommes qui appelaient de leur mère en agonisant qu'ils portent l'uniforme bleu ou gris. Elle avait sauvé des vies sans distinction de camp, et quand la paix était revenue, personne n'avait su où la placer. Le Nord la jugeait trop indulgente envers les rebelles. Le Sud la soupçonnait d'avoir trop bien soigné les Yankees. Alors elle avait pris la piste vers l'Ouest, jusqu'à ce trou perdu, où l'on tolérait les gens tant qu'ils fermaient les yeux sur les trafics et les secrets. Ce jour-là, le soleil martelait le sol avec une férocité qui faisait vibrer l'air au-dessus des rochers. Elisa revenait de la source, 2 seaux ballottant contre ses hanches, quand elle aperçut le sergent Reyes planté devant sa porte, bras croisés, chapeau rabattu sur les yeux pour se protéger de la lumière aveuglante. Il ne prononça pas un mot, se contenta d'un signe de tête vers la grande baraque servant de salle du conseil. Elle posa ses seaux, essuya ses mains calleuses sur son tablier râpé et le suivit sans protester. Elle savait que ces convocations silencieuses n'annonçaient jamais rien de bon. La pièce était sombre et étouffante, imprégnée d'une odeur de tabac froid et de sueur rance. 5 hommes étaient assis autour d'une table boiteuse. Le capitaine Harlan Brooks en tête, visage buriné par le soleil, moustache grisonnante, une cicatrice barrant la joue gauche, une blessure qu'Elisa avait elle-même recousue à Fredericksburg en 1863, quand il portait encore l'uniforme unioniste. À ses côtés, le marchand Carson, le forgeron McAllister, le trappeur Doyle et le vieux docteur Hale composaient le conseil qui régnait sur le fort. Ils décidaient qui restait, qui partait, qui mangeait à sa faim et qui crevait dans l'indifférence. Brooks leva les yeux quand elle entra. Pas de chaise pour elle. Elle resta debout, le dos raide, les mains jointes devant son ventre. « Mrs. Moore » lâcha-t-il d'une voix éraillée par le whisky et la poussière, « nous avons un problème. » Elle attendit, habituée à ne jamais parler la première. « Un prisonnier apache, Taza, vous connaissez le nom. » Évidemment qu'elle le connaissait.
Tout le territoire murmurait ce nom avec une crainte mêlée de haine. On l'accusait d'avoir mené des raids sanglants sur les diligences, incendié des ranchs isolés, laissé derrière lui des familles de massacrés. Les journaux à sensation en faisaient ôder leurs démons favoris. Et voilà qu'il était là, capturé vivant après une embuscade meurtrière une semaine plus tôt, dans les collines escarpées au nord. « Il est salement amoché », poursuivit Brooks. « Fièvre haute, infection qui pue. Personne n'ose approcher. Même les gardes refusent d'entrer pour lui jeter un seau d'eau. » Un silence lourd s'abattit, seulement troublé par le grésillement d'une mouche contre la vitre. Élisa comprit immédiatement la raison de sa présence. Ce n'était pas une requête d'aide médicale, c'était une condamnation déguisée. « Vous voulez que je m'occupe de lui ?» dit-elle d'une voix posée. « Exactement. Vous avez l'expérience des blessures de guerre. Vous savez nettoyer une infection sans trembler, et... » Brooks laissa la phrase planer, tandis que les autres détournaient le regard. Et elle s'était été remplaçable. Elle en savait trop sur les affaires du fort, les ventes d'armes aux Mexicains, les exécutions expéditives, les dessous de table. Si Taza, dans un délire fiévreux ou une explosion de rage, lui ouvrait la gorge, ce serait un regrettable accident. Le problème Apache réglé d'un coup, et une témoin gênante effacée pour de bon. Elle aurait pu refuser, tourner les talons et s'enfoncer dans le désert avec son cheval fatigué et ses maigres affaires. Mais où aller? Le monde n'offrait plus de refuge à une femme seule, marquée par tant de morts. Et puis, cette vieille habitude des champs de bataille persistait. Face à un blessé, on agit, on ne discute pas. « Quand dois-je commencer ?» demanda-t-elle simplement. « Ce soir même, » répondit Brooks avec un soulagement à peine dissimulé. « On vous fournira bandages, alcool, un peu d'opium, mais pas d'armes. Il est enchaîné de toute façon. » Carson étouffa un ricanement. McAllister cracha par terre. Doyle fixait la table comme s'il y lisait un avenir sombre. Élisa inclina la tête et sortit dans la fournaise. Le vent lui gifla le visage, soulevant des volutes de poussière rouge qui collaient à ses lèvres gercées. Elle récupéra ses seaux, les vida lentement dans sa barrique, chaque goutte tombant comme un compte à rebours inexorable. Dans sa cabane, elle prépara son sac. Chiffon propre, aiguille stérilisée, fil résistant, laudanum, une lampe à huile. Elle enfila son tablier taché de sang ancien, qui ne partait plus, noua ses cheveux grisonnants sous un foulard usé. Elle ne pria pas. Elle avait perdu cette habitude depuis les plaines de Gettysburg. Quand la nuit enveloppa enfin le fort d'un manteau étoilé et lourd, elle traversa le camp endormi. Les feux crépitaient faiblement, les hommes murmuraient autour des bouteilles, évitant son regard. Elle parvint à l'entrepôt abandonné où gisait Taza, une bâtisse en adobe à demi effondrée, porte renforcée de fer, 2 gardes nerveux qui s'écartèrent, sans un mot. La clé tourna avec un grincement sinistre. L'odeur la heurta de plein fouet. Sang coagulé, sueur aigre, chair brûlée, déjection. Puis l'obscurité, percée seulement par un filet de lune filtrant d'une fissure au toit. Au fond, enchaîné au mur, un homme était assis sur la terre battue, large d'épaules même voûtées, cheveux noirs emmêlés par la crasse. Il ne leva pas la tête à son entrée, mais elle sentit son regard peser sur elle, lourd et tranchant comme une lame cachée. Élisa posa sa lampe, inspira l'air vicié et s'avança dans la pénombre. Le piège se refermait. La porte de l'entrepôt grinça sur ses gonds rouillés quand Élisa la referma derrière elle, et le bruit résonna comme un coup de feu dans le silence oppressant de la nuit, isolant instantanément le monde extérieur avec ses feux de camp lointains et ses murmures de gardes nerveux. La lampe à huile qu'elle tenait à la main projetait une lumière jaune et vacillante sur les murs d'adobe effrités, révélant des couches de poussière accumulées et des traces noires de fumée ancienne qui témoignaient d'un incendie oublié depuis longtemps.
L'air était saturé d'une puanteur âcre qui prenait à la gorge, mélange de sueur rance, de chair infectée et d'excréments accumulés, avec par-dessous cette odeur plus profonde, presque métallique, du sang séché qui imprègne la terre battue comme une marque indélébile. Taza était assis au fond, adossé contre le mur, les chaînes aux poignets et aux chevilles tendues, juste assez pour l'empêcher de se dresser complètement. Son corps massif voûté par une douleur qui semblait ancrée dedans chaque fibre. Il ne bougea pas quand la lumière l'atteignit en plein visage, mais ses yeux noirs, brillants comme des obsidiennes polies par le vent du désert, se fixèrent sur elle avec une intensité qui fit frissonner Élisa, malgré la chaleur étouffante qui régnait dans la pièce close. C'était un homme taillé dans la pierre dure des Mésas, épaules larges même affaissées, torse nu couvert de cicatrices qui racontaient bombes des années de combat, impact de balles mal refermées, lacérations profondes de couteaux ou de lances, et surtout ces horribles brûlures qui couraient du cou jusqu'aux cuisses, la peau tendue et luisante par endroits, noircie et crevassée à d'autres, comme si le feu l'avait léché longuement avant de consentir à le relâcher. Elle posa son sac à une distance respectueuse, s'accroupit pour déballer ses instruments avec des gestes précis, forgés par des années de champs de bataille. Bassine d'eau claire puisée au puits avant l'aube, chiffon propre plié avec soin, bouteille-ci d'alcool à brûler qui piquait les narines, et un petit flacon de laudanum dilué pour atténuer la souffrance. Taza ne dit rien, ne grogna pas, ne montra aucune agressivité visible. Il se contenta de l'observer, le souffle court et rauque, la fièvre faisant perler une sueur froide sur son front cuivré. Élisa avait vu ce genre de regard des centaines de fois chez les mourants, celui d'un homme qui a déjà fait la paix avec la mort et qui attend seulement qu'elle vienne accomplir son œuvre. « Je vais nettoyer vos plaies », annonça-t-elle d'une voix ferme mais dit basse, habituée à parler aux blessés qui n'entendent plus vraiment le monde autour d'eux. « Ça va faire mal, mais c'est nécessaire. » Il ne répondit pas, mais quand elle trempa le premier chiffon et l'approcha de la brûlure la plus profonde sur sa poitrine, son corps se raidit violemment, les chaînes cliquetant contre le mur comme un avertissement métallique. Le contact de l'eau froide sur la chair à vif le fit tressaillir comme sous un coup de fouette invisible. Un grondement sourd monta de sa gorge, mais il ne cria pas, se contentant de serrer les mâchoires jusqu'à faire perler le sang sur ses lèvres fendues. Élisa travailla méthodiquement, essuyant le pus jaunâtre qui suintait des bords infectés, désinfectant avec l'alcool qui faisait fumer la peau et emplissait l'air d'une odeur âcre de chair cautérisée. À chaque pression, les muscles de Taza se contractaient en spasmes, ses poings se fermaient sur les chaînes, mais il ne la repoussa jamais, endurant la douleur avec une stoïcité qui impressionnait même une femme habituée aux hurlements des amputés. Au fil des minutes, sous la lumière tremblante de la lampe, elle découvrit l'étendue véritable des dégâts, bien au-delà des blessures fraîches de l'embuscade. Les brûlures n'étaient même pas récentes, certaines dataient de mois, voire d'années, cicatrisées en croûtes épaisses qui craquelaient à nouveau sous l'effet de la fièvre. Par-dessus, les plaies de la capture, une balle qui avait traversé l'épaule, en laissant un trou béant et purulent, des entailles de baïonnettes sur les côtes qui suppuraient. Mais ce qui la troubla le plus fut la façon dont il réagissait à certains gestes précis, comme si son corps gardait la mémoire d'atrocités enfouies. Quand elle prononça machinalement le mot « agrément », en marmonnant pour elle-même à propos d'un bandage trop serré, il eut un sursaut convulsif, comme si on l'avait frappé au ventre. Quand l'eau froide coula sur une brûlure particulièrement profonde, au niveau du ventre, il ferma les yeux et un tremblement incontrôlable parcourut tout son corps, les chaînes vibrant comme des serpents furieux. Élisa ralentit ses mouvements, observant plus attentivement, car elle avait appris sur les champs de bataille que le corps parle quand la bouche choisit le silence.
et le corps de Taza hurlait une histoire qu'on avait tenté d'effacer à jamais. Une nuit, alors qu'elle changeait un pansement à la lueur vacillante de la lampe, elle murmura sans réfléchir. « Vous avez des enfants ?» Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Taza tourna lentement la tête, les yeux injectés de sang par la fièvre, et pour la première fois, il parla, d'une voix rauque et anglaise maladroite mais claire. « My son, fire took him. » Ces 4 mots tombèrent comme des pierres dans un puits, sans fond, et Élisa suspendit son geste, le chiffon dégoulinant au-dessus de la plaie. Elle comprit soudain que ces brûlures n'étaient pas celles d'un guerrier surpris dans un raid ordinaire, mais le souvenir d'un campement entier rasé dans la nuit, d'un village apache anéanti pour éliminer le risque. Elle avait entendu les rumeurs au fort. Des années plus tôt, l'armée avait forcé certains Apaches à servir de scouts en échange de la sécurité de leur famille dans des réserves surveillées. Taza avait dû accepter, croyant à une promesse solennelle. Et quand le camp avait brûlé, son fils avec. Depuis ce soir-là, les soins devinrent autre chose qu'une corvée imposée. Élisa revenait chaque nuit, apportant de l'eau fraîche, des herbes amères cueillies dans les arroyaux secs, du bouillon subtilisé aux cuisines du fort. Taza ne la remercia jamais verbalement, mais il cessa de détourner le regard quand elle entrait. Parfois, dans le silence entre 2 pansements douloureux, il laissait échapper des bribes, un nom de lieu perdu dans les montagnes, une date gravée dans la mémoire, un souvenir qui le faisait serrer les poings jusqu'à faire blanchir les jointures. Élisa reconstituait le puzzle morceau par morceau, et ce qu'elle découvrait lui glaçait le sang. Taza n'avait pas trahi par lâcheté, mais par amour paternel désespéré. Et le prix de sa survie avait arrêté d'être rejeté par les siens, haï par les Blancs, et utilisé comme appât dans un jeu plus grand que lui. Une nuit particulièrement chaude, alors que la fièvre semblait enfin reculer et que la lune filtrait à travers les fissures du toit, Taza la regarda longuement pendant qu'elle nouait un bandage autour de son bras. « Why you come ?» demanda-t-il soudain, la voix plus claire qu'auparavant. Élisa hésita, puis répondit honnêtement. « Parce que quelqu'un doit bien le faire, et parce que je sais ce que c'est d'être celle qu'on envoie en première ligne quand tout tourne mal. » Il hocha lentement la tête, comme s'il comprenait parfaitement cette solitude partagée, et pour la première fois, une lueur presque humaine traversa son regard éteint. Dehors, le vent du désert hurlait contre les murs, charriant la poussière rouge qui recouvrait tout, mais à l'intérieur de l'entrepôt sombre, quelque chose de fragile commençait à se tisser entre 2 survivants que le monde avait voulu enterrer vivants. Au fil des nuits d'eau suivantes, tandis que la fièvre de Taza refluait enfin comme une marée basse laissant derrière elle des débris de souffrance, les visites d'Élisa prirent une tournure plus dangereuse, car les rumeurs commencèrent à courir le long des baraquements du fort comme un feu de prairie, sous le vent sec du désert. Les hommes, autour des feux de camp, parlaient à voix basse d'une bande de chasseurs de primes qui descendaient du Colorado, attirés par la prime généreuse posée sur la tête de Taza, une somme assez ronde pour acheter le silence d'un territoire entier et faire oublier les balles perdues dans les collines. Les avis divergeaient au conseil. Certains, menés par le marchand Carson, voulaient de livrer le prisonnier pieds et poings, lié pour éviter que le fort ne devienne la cible d'une vengeance plus large. D'autres, comme le forgeron McAllister, préféraient une solution plus définitive, un couteau dans l'ombre, avant que les étrangers n'arrivent et ne posent trop de questions. Élisa surprit ces débats par bribes, en passant près de la grande baraque avec son seau d'eau ou ses paquets de bandages, et chaque mot entendu serrait un peu plus le nœud dans son estomac, car elle savait que le temps pressait comme un orage qui grossit à l'horizon. Une nuit, alors que la lune se cachait derrière un voile de nuages poussiéreux et que le vent faisait claquer les toiles des tentes,
Elle s'attarda plus longtemps dans l'entrepôt, changeant les pansements avec une lenteur calculée pour laisser à Taza le temps de parler s'il le désirait. Il était plus lucide désormais, la fièvre ayant cédé la place à une vigilance froide, et quand elle murmura qu'une caravane de chasseurs de primes approchait, il ne montra aucune surprise, seulement un léger resserrement des mâchoires qui fit craquer les croûtes sur ses lèvres. Ce fut lors d'une de ces soirées étouffantes, tandis qu'elle désinfectait une plaie à l'épaule qui refusait de se refermer proprement, qu'un vieux soldat ivre nommé Samuel Grant tituba jusqu'à la porte de l'entrepôt, attiré par la lumière de la lampe qu'Eliza avait oublié de masquer. Grant, un ancien de la guerre civile qui avait perdu un œil à Shiloh et noyé depuis ses souvenirs dans le whisky bon marché du fort, s'appuya contre le chambranle et cracha un juron avant de lâcher, d'une voix pâteuse mais assez forte pour porter dans l'ombre. « Ce salaud de Brooks, c'est lui qui a tout manigancé. » Eliza se figea, le chiffon dégoulinant au-dessus de la plaie, tandis que Taza redressait lentement la tête, ses yeux noirs brillant comme des braises dans la pénombre. Grant, trop saoul pour mesurer ses paroles, continua en riant amèrement. L'embuscade, pas un raid Apache, non. C'était Brooks et ses hommes qui ont tendu le piège pour coincer Taza vivant. Faut effacer les traces, qu'il disait. Le camp brûlé il y a des années, c'était aussi lui, pour nettoyer les témoins après avoir utilisé l'Apache comme éclaireur. Eliza sentit le sang quitter son visage, car elle se rappelait parfaitement avoir recousu la joue de Harlan Brooks sur un champ de bataille virginien, l'avoir sauvé d'une gangrène certaine. Et voilà que ce même homme avait orchestré le massacre qui avait coûté son fils à Taza et transformé ce dernier en fantôme vivant. Elle chassa Grant d'un geste sec, refermant la porte sur ses balbutiements confus, mais les mots étaient déjà plantés comme des épines empoisonnées. Assise sur le sol poussiéreux, elle regarda Taza qui fixait le vide, les chaînes pendantes et inertes, et elle comprit que le fort n'était pas seulement une prison pour lui. C'était un nid de vipères qui protégeait ses propres crimes sous couvert de lois frontiers. Le dilemme la rongeait, comme la chaleur du jour ronge la terre craquelée. Garder le silence signifiait survivre, continuer à panser les plaies et à fermer les yeux comme elle l'avait fait tant de fois. Parler signifiait tout perdre, peut-être même la vie, car Brooks n'hésiterait pas à faire disparaître une ancienne infirmière trop curieuse. Pourtant, cette nuit-là, alors qu'un coyote hurlait au loin dans les arroyos secs et que les étoiles semblaient indifférentes au drame des hommes, Eliza prit sa décision, murmurant à Taza les détails qu'elle venait d'apprendre, sa voix tremblant légèrement dans l'obscurité. Il l'écouta sans l'interrompre, puis hocha la tête une seule fois, un geste lourd de sens qui scellait une alliance fragile entre deux êtres que le monde avait voulu briser. « Truth, heavier than chains », souffla-t-il à nouveau, et ces mots résonnèrent en elle comme un glas. Si cette tension qui monte comme la poussière avant l'orage vous prend déjà aux tripes, mon ami, et que vous voulez absolument savoir comment tout cela va exploser dans les nuits à venir, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est le meilleur moyen de ne rien rater de la suite, et ça m'encourage vraiment à continuer à vous plonger dans ces histoires oubliées du Far West. Dites-moi aussi en commentaire d'où vous écoutez ce soir. Ça me fait toujours chaud au cœur de savoir jusqu'où voyagent ces récits dans l'ombre. Les jours suivants s'écoulèrent dans une tension qui étreignait le fort comme un nœud coulant serré par une main invisible, chaque rumeur apportée par les éclaireurs augmentant la fièvre collective, tandis que les hommes vérifiaient leurs munitions et que les femmes rangeaient leurs maigres biens dans des sacs prêts à l'exode. La bande de chasseurs de primes fut repérée à moins d'une journée de distance, leur silhouette poussiéreuse se découpant sur l'horizon comme une menace inéluctable, et cette proximité fit basculer le conseil
dans une frénésie de réunions secrètes où l'on pesait le sort de Taza avec la froideur de marchand, évaluant une cargaison risquée. Élisa continuait ses visites nocturnes, glissant dans l'ombre avec une lampe voilée et des provisions subtilisées, consciente que chaque pas pouvait être le dernier avant que la violence n'éclate comme un orage longtemps contenu. Taza, dont les plaies cicatrisaient enfin en laissant des croûtes dures comme du cuir tanné, reprenait des forces malgré les chaînes qui mordaient sa chair, et lors d'une de ces nuits étouffantes, elle lui exposa son plan désespéré pour profiter du chaos à venir, un projet risqué qui misait tout sur un ancien conduit d'évacuation qu'elle avait mémorisé depuis des années. Il écouta sans l'interrompre, ses yeux reflétant la lueur faible de la lampe, puis accepta d'un signe de tête grave qui lia leur destin dans l'obscurité oppressante. La nuit décisive tomba enfin sur le fort comme un voile noir sans étoiles, le vent charriant déjà une odeur de fumée avant que les premières flammes ne jaillissent. Élisa se trouvait dans l'entrepôt, ajustant un bandage final sous une lumière minimale, quand les cris perçants et le galop effréné des chevaux déchirèrent dans le silence, suivis aussitôt de coups de feu qui claquèrent comme des fouets dans l'air sec. Des soirs des torches enflammées franchirent par-ci la palissade, atterrissant sur les toits secs qui prirent ce feu avec une avidité terrifiante. Et bientôt, une fumée âcre envahit les narines de tous, mêlée aux hurlements paniqués et aux ordres contradictoires qui fusaient dans la confusion générale. Soudain, une gerbe de flammes explosa contre la porte de l'entrepôt. Une torche imbibée de pétrole, lancée par un sbire de Brooks pour effacer le prisonnier avant que les chasseurs n'arrivent et ne compliquent tout. La fumée noire s'infiltra immédiatement, irritant les yeux et brûlant la gorge, tandis que le feu rugissait en dévorant le bois ancien avec une faim insatiable, et Taza toussa violemment, ses chaînes rougissant sous la chaleur qui montait comme une marée infernale. Élisa, sans perdre un instant, repéra la grille rouillée qu'elle avait préparée en secret, un ancien écoulement pluvial, hérité des premières fondations du fort et qu'elle avait jadis utilisé pour exfiltrer des blessés traqués pendant la guerre. Elle força la barre cachée dans l'anneau corrodé, bandant tous ses muscles dans un effort désespéré qui fit craquer ses articulations, jusqu'à ce que la grille cède enfin dans un bruit métallique étouffé par le vacarme extérieur. La fumée était désormais si dense qu'elle obscurcissait tout, et les flammes léchaient les murs avec une fureur qui faisait fondre l'air lui-même. Mais elle traîna Taza vers l'ouverture étroite, l'aidant à ramper malgré la douleur qui le faisait grincer des dents, et tous deux s'engouffrèrent dans le boyau humide où l'eau stagnante clapota sous leurs corps éreintés. Le tunnel était exigu et sinueux, griffé par des racines sèches et encombré de débris accumulés, mais il déboucha enfin sur un ravin asséché à l'extérieur, où l'air nocturne chargé de fumée parut presque respirable. Élisa hissa Taza hors du trou, son corps massif s'effondrant sur le sable encore tiède, et ils reprirent haleine, tandis que le chaos continuait derrière la palissade. Cris, détonations et crépitements d'incendie se mêlant en une symphonie de destruction. Mais la liberté était illusoire, des ombres armées convergeaient y déjà, les chasseurs de primes d'un côté, avec leurs carabines prêtes, les défenseurs du fort de l'autre, et au centre, surgissant de la nuit comme des spectres, un groupe de guerriers apaches à cheval qui avaient bien suivi la piste pour réclamer leurs frères captifs. Brooks émergea au milieu, revolver brandi, le visage rougi par les flammes qui dévoraient de maintenant une large partie du fort. Et quand il les vit, sa surprise se mua en une fureur glaciale. Élisa se dressa devant Taza, main nue mais voix tranchante, et lança dans le tumulte « Arrêtez, avant un seul coup de feu, écoutez la vérité entière !» Elle contraignit Brooks, acculé par les regards de tous, soldats hésitants, chasseurs calculateurs, apaches immobiles,
a craché sa confession. Le massacre orchestré, l'utilisation cynique de Taza, l'embuscade montée pour enterrer les preuves. Taza, adossé à un rocher, ne porta pas la main sur Brooks quand celui-ci avoua enfin, d'une voix rauque et brisée. Il le fixa seulement longuement, puis prononça calmement. « Live with it ». Laissez l'homme affronter le mépris général et la vérité nue, cette sentence qu'il connaissait intimement pour l'avoir endurée seul pendant tant d'années. Les chasseurs, dépouillés de leur légitimité, repartirent dans l'ombre à contre-cœur. Les Apaches s'évanouirent sans un mot après un échange muet avec Taza, et le fort, à moitié consumé, gisait dans la nuit comme un cadavre fumant sous un ciel indifférent. Au petit matin, quand les premières de lueurs roses effleurèrent les ruines encore fumantes du fort de Fiance, Elisa et Taza se tinrent à l'écart du chaos, observant depuis un promontoire rocheux comment les survivants fouillaient les décombres, noircis à la recherche de ce qui pouvait encore être sauvé, tandis que l'odeur âcre de bois, brûlé, planait lourdement dans l'air immobile du désert. Le conseil, affaibli et divisé, convoqua Elisa dès que possible. Ils la déclarèrent indésirable sans élever la voix, car elle avait exposé les mensonges qui maintenaient dans leur fragile existence, et elle partit sans un mot, sac à l'épaule, sous des regards qui mêlaient soulagement et ressentement. Taza marcha à ses côtés, libre mais marqué à jamais, et une poignée d'exclus les rejoignit bientôt. Riley, déserteur confédéré aux mains tremblantes, Clara, jeune métisse fuyant un passé de servitude, et le vieux prospecteur manchot qui portait ironiquement le prénom Harlan. Ils avancèrent tard 2 jours durant sous un soleil impitoyable qui faisait miroiter l'horizon, rationnant l'eau et dormant sous des mesquites tordues jusqu'à un arroyo asséché, où suintait un filet souterrain entre les terrochères. Là, ils s'arrêtèrent, montant un camp rudimentaire avec bâches et branches pour se protéger des nuits glaciales. Elisa installa un coin de soins avec herbes et instruments rescapés, pensant ampoules et plaies anciennes, tandis que Taza enseigna à lire les traces dans le sable et à tendre des pièges pour les rares proies. Le lieu devint The Stop, un relais sans question, où l'on offrait feu et bouillon contre un peu d'aide. Les premiers arrivants furent un couple mormon en fuite, puis un Mexicain blessé par des bandits. Elisa les soigna sans interroger leur passé, et Taza veilla à leur sécurité. Le camp grandit comme une plante tenace, abri renforcé de pierres, foyer creusé plus profond, corde tissée par Clara avec des fibres d'agave. Les saisons frappèrent dur, pluie d'appui torrentielle, transformant l'arroyo en torrent, sécheresse craquelant la peau, et des tensions surgirent, comme Riley accusant le vieux Harlan de vol d'eau, mais on les résolvait autour du feu avec des paroles franches. Elisa et Taza trouvèrent une paix rude dans ces routines, elle en guérissant corps et esprit, lui en protégeant un espace sans jugement. Des années plus tard, cheveux gris et boiterie accentuée, le relais était connu sur la piste frontalière, un oasis où le feu brûlait toujours pour les cicatriser de la vie. Les voyageurs murmuraient de son histoire dans les saloons lointains, une infirmière de guerre et un guerrier apache prouvant que, dans ces terres arides, la décence obstinée valait parfois plus que la vengeance, laissant des traces durables dans le sable que le vent ne parvenait pas à effacer complètement. Et voilà, l'histoire d'Elisa Moore et de Taza touche à sa fin, 2 âmes abîmées par le feu et la trahison qui, contre toute attente, ont su transformer leurs cendres en un refuge pour les oubliés du désert. Dans ces terres impitoyables du Far West, la justice n'est pas toujours venue du canon d'un revolver, mais parfois d'un simple geste d'humanité qui refuse d'abandonner l'autre. Dites-moi maintenant, amis auditeurs, cette histoire vous a-t-elle touché? Quel moment vous a le plus marqué?
Partagez vos réflexions en commentaire. J'ai hâte de lire ce que vous en pensez. Un grand merci du fond du cœur de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans ces récits oubliés de l'Ouest. Au revoir.